Merci d'être encore là pour ce quatrième panel où la commande est assez grosse, là, se projeter dans l'avenir, parler des orientations possibles de la régionalisation de l'immigration. Et puis c'est sûr que depuis 2 jours, on a beaucoup fait de terrain, on a beaucoup parlé de plein de choses, d'histoire humaine, de chiffres. Et puis c'est vrai que ce matin, un des panélistes disait qu'il faut vraiment être dans le déni si on pense que la présence de migrants en région n'est pas devenue vraiment une réalité. Petite anecdote, j'étais à Chicoutimi la semaine dernière pour amener mon fils à l'école d'aviation de Saint-Honoré. C'est encore plus loin que Chicoutimi. Et puis j'arrive à l'hôtel Le Montagnet. Et puis à la réception, c'est un monsieur tunisien qui m'accueille. Moi, je suis d'origine tunisienne de mon père, donc on se check un petit peu. Et puis après, il me dit, vous savez, il y a aussi des cuisiniers maintenant au restaurant Le Légendaire, le restaurant attaché à cet hôtel mythique de Chicoutimi. Et puis il y avait une page du menu de plats maghrébins, tunisiens, donc à Chicoutimi. Donc la réalité, cette visibilité, je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Puis on l'a bien vu, on voit aussi un écosystème de plus en plus complexe, une diversité des populations immigrantes, des pays de provenance, des statuts. L'immigration est de plusieurs statuts, avec des profils bien différents. Et puis aussi, je dirais, la dernière chose, des formes d'accompagnement beaucoup plus ciblées. Donc, quand on parle de livraison de services, d'offres de services, ça s'est aussi beaucoup complexifié depuis quelques années. Donc, parler de l'avenir, parler de la nouvelle synergie qui se développe, des enjeux, des défis, des pratiques innovantes, surtout au niveau local. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui pour clôturer le forum. Puis, ma première question est assez générale, j'aimerais vous entendre, puis peut-être en demandant un peu aussi à Madame la mairesse de Granby de nous dire un peu comment les choses se passent dans une ville comme Granby, quand on pense collaboration, coordination, et de travailler en fait avec un ensemble d'intervenants en immigration. Bonjour. Oui, bien, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup effectivement d'être resté un vendredi après-midi quand il fait très beau dehors. Donc, on voit que c'est vraiment un sujet d'importance également. À Granby, on a la chance de compter sur un organisme qui est le CERI. Donfrey est à la direction générale et on travaille beaucoup en concertation. Et c'est très important de travailler tous ensemble lorsqu'on parle d'immigration ou peu importe, parce que ce n'est pas tout seul la ville de Granby qui va être en mesure de travailler ce dossier-là. Ce n'est pas non plus seul le CERI qui va le faire. Donc, on travaille vraiment en collaboration, différentes actions, également avec les gens du CIUS, avec les gens de la Chambre de commerce, avec les différents intervenants socio-économiques, donc une table de concertation qui est mise en place pour s'assurer que lorsqu'on a des enjeux qui soient relevés. Mais on a également à Granby travaillé sur un premier plan au niveau de l'immigration, géré par la Ville en tant que telle, mais qui est fait, bien entendu, en collaboration avec le CERI, qu'on a fait en collaboration avec l'ensemble du milieu. Autant pour décider quelles seraient les priorités d'action, sur quoi on devrait travailler. Donc, on a fait des consultations autant au niveau de la population en général, avec nos organismes communautaires, le CIUS et tout, mais également avec les gens qui, ça ne faisait pas trop longtemps, qui étaient arrivés, les nouveaux arrivants, qui étaient à Granby, pour voir, bien, sur quoi on peut travailler, c'est quoi les blocages qu'il y a pour vous pour s'assurer que vous êtes pas, que ça va bien puis que vous êtes en mesure de bien intégrer la ville. Donc, ça nous a permis de lever quelques petits drapeaux, si on peut dire. Puis, dans notre plan intégration, en fait, on a travaillé différents axes.
étant donné l'accueil, la rétention des gens, comment s'assurer de bien intégrer les gens et quelques actions que je peux vous nommer rapidement qui nous ont été nommées également par les personnes nouvellement arrivées, par exemple le pique-nique interculturel. Donc, est-ce qu'ils pourraient avoir, eux autres, ce qu'ils nous ont mentionné, on aimerait ça avoir un événement où l'ensemble des services municipaux nous sont expliqués, qu'on peut déjà avoir la carte loisirs, comment on fait pour s'inscrire à telle activité, c'est quand les moments où on peut inscrire nos enfants, c'est quoi les accès loisirs, y a-t-il des programmes qui peuvent nous aider, nous soutenir, etc. Donc, on va organiser notre premier possiblement au mois de décembre, si tout va bien. Donc, au mois de décembre qu'on organise, on va accueillir différentes personnes. Donc, une journée complète vraiment d'accueil faite par la Ville en collaboration avec le milieu. Donc, très intéressant. On forme également nos employés municipaux des fois à dire, bien, quand une personne nouvellement arrivée, bien, des fois, elle ne sait pas tout ce qu'elle a besoin. Elle n'a peut-être pas son bail, elle n'a peut-être pas tous les éléments. Donc, de bien s'assurer d'accompagner les gens. Donc, différentes actions que je vous invite, entre autres, à aller voir sur le site de la Ville de Granby pour ce plan-là, qui a été financé en collaboration avec le MIFI également. Là. Très bien, merci. Comment on pourrait voir ça du côté donc, de votre action? Oui, comme Julie, Madame la mairesse vient de dire, effectivement, la responsabilité de l'intégration des personnes immigrantes n'appartient pas seulement à la personne immigrante, ni à l'organisme d'accueil, ni au ministère de l'Immigration. C'est une réalité qui doit être développée avec les milieux. Donc, on fait tous partie de ce processus. Lorsqu'on parle que les employés de la municipalité reçoivent une formation dans la matière de l'interculturel, c'est la même réalité qu'on vit, par exemple, dans une école, lorsqu'on va inclure un nouveau élève dans son nouveau milieu où tout est différent, la façon de fonctionner, la boîte à lunch, l'horaire rotatif de 9 jours ou 10 jours. C'est l'implication de tous les acteurs du milieu, du surveillant, de la dame de la cafétéria, de la bibliothèque. Alors, c'est la même réalité de notre société. Tout le monde doit s'impliquer, puis tout le monde doit appuyer celui qui a l'expertise. Alors, c'est une belle reconnaissance que la municipalité tient compte qu'il faut travailler avec les acteurs du milieu qui ont l'expertise. On est un organisme qui a été fondé il y a plus de 30 ans. Alors, dans la réalité d'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut voir, parce qu'il y a beaucoup de... On peut dire que l'immigration est à la mode. C'est une nouvelle tendance. Donc, il y a des entreprises, il y a des initiatives qui émergent, que c'est toujours intéressant, mais en même temps, il faut reconnaître l'expertise des piliers en immigration dans les différents milieux. Ce sont eux qui connaissent la réalité, pas seulement des chiffres. Dans les tableaux Excel, on a toujours des colonnes pour mettre des chiffres. Mais tantôt, en discutant avec quelqu'un, il m'a dit, les chiffres humains, il faut considérer l'être humain à l'intérieur de tout ça. Alors, lorsqu'on reconnaît l'expertise d'un organisme qui travaille avec l'être humain auquel on doit accompagner tous les jours, c'est là qu'on obtient du succès. J'ai entendu parler aujourd'hui de l'écosystème gagnant. C'est ce qu'il faut développer, c'est ce qu'il faut appuyer. Les ressources, les slogans d'aujourd'hui, la mobilisation des forces locales. Alors, c'est ce qu'il faut faire si on croit que l'avenir de la régionalisation de l'immigration, qu'il faut le développer, c'est là qu'il faut miser. Je ne sais pas si Yannick, je te vois y réagir. J'aime beaucoup ce que j'entends, Fré. Tu parles d'expertise, puis de reconnaître l'expertise locale. On entend parler de concertation, collaboration, mais il n'y a pas de collaboration sans leadership aussi. Ça prend des porteurs de dossiers, ça prend des leaders, puis les organisations qui ont développé une expertise à travers le temps deviennent des porteurs extrêmement importants. Mais la concertation, il faut faire attention, ça devient cliché, on le dit, on en parle depuis 2 jours, c'est essentiel, mais il faut faire attention de ne pas tomber non plus dans l'hyper-concertation. C'est bien beau de discuter, mais à un moment donné aussi, il faut passer à l'action. Il faut que la concertation nous amène à développer des projets pilotes, des projets qui sont intersectoriels, de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs maintenant qui se sentent concernés. On le voit, communautaire, municipal, institutionnel, privé. On est tous ici présentement aussi depuis 2 jours. Donc, ça devient extrêmement, extrêmement important de pouvoir passer à l'action. Et j'oserais aussi dire qu'on parle souvent d'intégration comme une responsabilité individuelle. On parle très peu d'intégration comme une qualité de société. Une société qui est intégrée grâce à la collaboration, la concertation, l'action, c'est une société qui permet beaucoup plus facilement aux individus de s'intégrer dans cette société-là. Parce qu'une société qui est fragmentée, qui est désintégrée, quelle porte que je cogne pour avoir de l'aide lorsque c'est le temps d'avoir accès aux services, d'avoir accès aux ressources?
J'oserais peut-être juste lancer peut-être une petite idée, puis je laisserai la parole ensuite à... Continue, c'est intéressant. Non, mais une initiative comme aujourd'hui, tu sais, comment collaborer, tu sais, puis comment, d'un point de vue intersectoriel. Tu sais, aujourd'hui, ça fait 2 jours, une initiative comme aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les secteurs sont représentés. C'est une initiative qui est nationale, donc on est tous là, les régions. On pourrait très bien imaginer, dans le futur, des forums régionaux. Chaque région ayant leur propre forum, mais des forums qui sont annuels. Pensons par exemple au domaine sportif. À chaque 4 ans, tu as des Olympiques. Et à chaque année, tu as des championnats mondiaux. Mais à chaque 4 ans, tout le monde se rencontre aux Olympiques. On pourrait très bien imaginer des forums régionaux à chaque année. Et aux 2 ans, un grand forum national qu'on tient. Et ces forums régionaux viendraient nourrir ce forum national comme ici, aujourd'hui. Je pense que ce serait ce genre de choses-là qu'on aimerait voir à l'intérieur des régions. Je pense que les régions sont mûres de porter aussi par eux-mêmes, parce que les solutions, elles sont dans les localités. Elles ne sont pas à Montréal, elles ne sont pas ailleurs, elles sont dans les territoires. Donc, voilà. Alexandre, je ne sais pas si tu voulais rajouter. Ben oui, certainement. En fait, au courant des dernières années, ça a été mentionné, hein, on dirait que tout le travail quant à l'immigration, l'intégration de l'immigration a pris un essor extrêmement important pour la société. Comparativement à où est-ce qu'on était, j'oserais dire même il y a 5 ans, encore plus il y a 10, 15, 20 ans, on dirait qu'il y a eu une prise de conscience quand même qu'il fallait qu'il y ait un écosystème qui se développe, il fallait qu'il y ait davantage d'intervenants qui se penchent sur ces initiatives-là pour faire des milieux d'accueil intéressants, accueillants pour ces personnes-là. Il y a 5 ans encore, là, parler de régionalisation de l'immigration, c'était un défi incroyable. On se disait, on va faire, puis on l'a testé hein, nous-mêmes à la Fédération, on a fait un projet qui s'appelait Un emploi en sol québécois, puis on disait, le vecteur principal de la régionalisation sera l'emploi. Puis j'y crois encore, mais ça reste c'est pas suffisant. Dans les dernières années, on l'a vu, les gouvernements ont investi massivement et de façon importante quand même dans les MRC, dans les villes, pour dire, bon, si on veut qu'il y aille en région, mais qu'il reste aussi, il va falloir en premier lieu qu'on crée un écosystème intéressant, des lieux, des services, des organismes qui soient capables de les intégrer convenablement. Bon, une fois qu'on a créé ce socle-là, bien là, il faut les amener. C'est là qu'on a encore un défi de comment est-ce qu'on va interpeller les immigrants directement de leur pays d'origine pour leur vendre les régions. Il faut que des intervenants qui font partie du socle d'intégration des régions aillent à leur rencontre directement avant qu'ils arrivent au Québec, avant qu'ils arrivent dans nos régions. Parce que ça crée un sentiment d'appartenance, ça crée des interrelations déjà, ça crée un milieu de vie, puis de réseaux sociaux qui vont déjà être créés à l'avance. Et j'ai vu à plusieurs endroits, c'était mentionné, là, on ne leur vend pas du rêve, on leur vend la réalité de ce qu'ils vont vivre. Ça, on a un beau socle à travailler. Donc là, on a créé un écosystème, il faut le faire travailler ensemble. C'est pas toujours évident encore aujourd'hui, mais ça reste qu'on est quand même plus avancé. Donc, comment on peut amener cet écosystème-là à intervenir, non pas une fois que la personne est arrivée sur le sol, mais en amont, même avant, de déjà commencer à déployer cette offre de service-là avant qu'il arrive sur le sol québécois. Donc là, on va arriver avec quelque chose de beaucoup plus structurant et on va non seulement leur trouver un emploi, un milieu de vie, mais on va aussi s'assurer qu'ils voient le reste de leur vie en région. Donc, on est sur la bonne voie, mais il y a du chemin à faire. Mais c'est intéressant la question de l'écosystème. Je ne sais pas si je peux dire, il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand on pense régionalisation, on pense un écosystème assez maigre, avec un acteur principal. Peut-être, bon, les intervenants sont beaucoup moins nombreux, puis aujourd'hui, si l'immigration augmente et les chiffres, c'est-à-dire le momentum de l'idée de sortir d'une grande ville, d'aller en région, ça, c'est au Québec, mais c'est aussi dans d'autres provinces. Moi, j'ai grandi au Nouveau-Brunswick, Moncton. Au début, c'était une ville où il y avait un acteur qui s'occupait de l'immigration, de l'accueil, de l'établissement. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a les acteurs économiques. L'écosystème s'est beaucoup développé.
J'aimerais vous entendre sur les nouveaux joueurs. Comment les nouveaux joueurs peuvent aussi rentrer dans cet écosystème, je ne sais pas, dans vos respectifs terrains, comment ça se fait, ça? Mais je peux intervenir là-dedans, oui, effectivement. Je l'ai nommé tantôt, oui, c'est intéressant que les nouveaux acteurs puissent se joindre, mais il faut reconnaître l'expertise qui a été déjà développée au fil des années. Comment, avec l'expérience qui existe depuis de nombreuses années, on peut faire mousser cette perspective. Alors, on parle, tantôt j'entendais parler aussi de la main-d'œuvre, l'importance de l'immigration comme solution au défi de la main-d'œuvre. Mais il ne faut pas seulement voir l'immigration de cette façon, il faut voir l'immigration aussi, c'est ambigu ce que je veux dire, il y a un être humain à l'intérieur de ça. Alors ce n'est pas juste trouver quelqu'un pour combler un vide dans une grande entreprise, dans une grande machine, mais il faut voir aussi l'être humain qui est là-dedans. Parce qu'on pense souvent que l'immigration, c'est comme une solution humanitaire pour quelqu'un qui a besoin de ce que nous avons. Mais on oublie que cette personne-là pour laquelle on est en train de faire quelque chose vient apporter quelque chose pour notre société. Et aujourd'hui, on parle du défi de l'immigration, mais on ne se rend pas compte que c'est l'immigration qui est en train de combler un besoin économique. On ne voit pas l'immigration comme une solution à un défi économique, sinon comme un acte humanitaire. Alors je pense qu'il faut changer les lunettes et se rendre compte que c'est un investissement, l'immigration, pour le développement des différents milieux, au niveau social, économique, culturel. Alors oui, les nouveaux acteurs, il faut les considérer, mais en même temps, il faut voir de quelle façon on peut travailler en collaboration. C'est la synergie, comme on l'a nommé aujourd'hui à plusieurs reprises. C'est avec ça qu'il faut travailler. On a déjà développé quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire encore de mieux? Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent... Peut-être faire une histoire courte, là. En fait, il faut vraiment apprendre à se connaître. C'est vrai que pendant longtemps, en fait, la régionalisation a été portée par le communautaire. Supportée évidemment par l'institutionnel, là, par le ministère. Mais le rythme du communautaire n'est pas le rythme du privé, n'est pas le rythme de l'institutionnel, n'est pas le rythme du municipal non plus. Et puis là, lorsqu'on arrive à travailler ensemble, c'est pour ça que je parle de projets pilotes intersectoriels communs, parce que c'est dans l'action qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à voir comment on peut essayer d'aménager les rythmes. L'employabilité, former en employabilité, ça prend un certain temps. Les besoins de main-d'œuvre sont immédiats, sont maintenant. Donc, comment on peut conjuguer ces rythmes-là qui sont différents? Et ce que j'observe de plus en plus, puis je trouve que c'est bon, en fait, là, c'est des transfuges. Du monde du communautaire aujourd'hui qui travaille dans des entreprises privées, du monde du privé qui travaille aujourd'hui dans le communautaire, qui sont rendus dans les ministères ou qui sont justement en politique active. Et ça, pour moi, c'est bon parce que pour moi, c'est des passeurs, c'est des médiateurs. C'est des personnes qui deviennent des piliers, qui permettent justement de favoriser la communication entre différentes cultures organisationnelles. On en est là aujourd'hui. C'est une multiplicité d'acteurs qui sont maintenant concernés, avec évidemment le communautaire qui a développé cette expertise depuis des années. C'est vrai que l'expertise doit être connue. En même temps, le communautaire doit aussi un peu laisser aller et doit apprendre aussi à conjuguer et à travailler aussi avec les autres acteurs nouveaux qui arrivent aussi. Bien, je pense que c'est important justement de voir que les gens se sentent de plus en plus, les acteurs se sentent de plus en plus interpellés. On l'a mentionné, effectivement, il y a différents acteurs dans l'écosystème. Oui, le maintien de l'organisme communautaire hôte a besoin de rester, mais de savoir que le milieu économique se sent interpellé, que de plus en plus les milieux institutionnels se sentent interpellés, que les municipalités se sentent interpellées et d'autres organismes communautaires qui sont alentours, c'est pas juste le CERI qui est dans l'accueil, c'est la Maison des familles, c'est d'autres, les cuisines collectives, c'est les autres organismes communautaires également dans l'écosystème. Donc, ce n'est pas l'affaire d'un organisme qui doit porter tout sur ses épaules, mais c'est de l'affaire de l'ensemble de la société d'accueil qui doit s'assurer que l'accueil et l'intégration se fassent comme il faut. Et ça, c'est important. Et on l'a vu chez nous, on a plusieurs entreprises, oui, qui accueillent des travailleurs étrangers, des nouveaux arrivants et tout. Et on a vu des succès magnifiques parce qu'ils faisaient du parrainage à l'intérieur même des entreprises. Donc, par exemple, des fois, ils ne parlaient pas tout le temps la langue. Bien, OK, on a quelqu'un qui va t'accompagner et c'est ça qui fait que les gens
vont bien s'intégrer, vont rester dans l'entreprise parce qu'ils ont quelqu'un sur qui se fier. Parce que nous-mêmes, on irait dans un autre pays demain matin, dans une autre langue complètement, et on serait possiblement perdu. Donc, des fois, il faut se mettre à la place des personnes qui arrivent, de dire, nous, on s'en va en Chine, qui n'est pas le même système économique que nous, qui n'est pas les mêmes politiques, qui parlent un langage qu'on ne connaît pas du tout. Puis on dit, bien parfait, débrouille-toi, bien c'est difficile. Donc, il faut se mettre à la place, dire comment on peut s'assurer que ces personnes-là se sentent accueillies, soient bien intégrées et par la suite, qu'on mette les choses en place. Et chez nous, à Granby, on l'a mentionné, là, on n'est pas le success story, là, loin de là, mais on a plusieurs petits success stories, je pense, puis c'est bien de les mettre en valeur. Encore, dans les derniers, durant tout l'été, on a eu 4 fois au marché public. Donc, le marché public, c'est un organisme à part. C'est pas la ville, c'est un OBNL à part. Ils ont décidé d'organiser en collaboration avec la ville, en collaboration avec le CERI, dire, nous, une fois par mois, on va faire un marché public culturel. Donc, une fois, c'était le Maroc. On invite plus de gens, des marchands marocains qui viennent faire découvrir la nourriture, qui viennent parler. On va avoir des gens qui vont parler du plan d'intégration, tout ça. Donc, on essaie pour notre population aussi, les sensibiliser à être ouvert à intégrer les gens. Puis, on a une très belle réponse à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est vraiment de travailler dans ce sens-là qui est aidant également. Je ferai une pause avec ça, excuse-moi. Oui, pas facile. Okay. Effectivement, on parlait des acteurs du milieu, comme je disais tantôt, la responsabilité appartient à tout le monde, mais ce n'est pas juste au niveau institutionnel et ces organismes, c'est la population, comme tu viens de dire. Et il faut que tout le monde qui commence à voir que mon voisin vient d'ailleurs. Parfois, il y a certaines barrières et je ne sais pas jusqu'à où je peux aller pour lui parler. Mais des espaces comme les marchés publics, ça permet à tout le monde de pouvoir interagir avec une réalité à laquelle on est confronté sans aucune barrière dans un ambiance festif. Donc, il faut travailler avec la population, la sensibilisation, développer les rapprochements interculturels. C'est ce qui va faciliter la rétention de tout l'investissement qu'ont fait les différentes institutions, les différentes entreprises pour que ces gens-là restent. Parce que ça, c'est l'idée de la régionalisation, que les gens finalement restent. Ça fait des années, hein, ça a pris combien de temps avant que le Québec développe son filet social, puis son réseau communautaire, puis d'organismes, puis de rendre les villes accueillantes? Là, bon, je n'étais pas sur le marché du travail, mais mettons, là, une trentaine d'années, ce qu'on parlait, c'était de comment on va éviter la dévitalisation de nos régions, puis que les gens quittent. Donc, on a mis une panoplie de services en place, puis d'attraits touristiques, culturels, pour que les gens se sentent bien intégrés dans la région. Et puis, on est un peu pas au même stade là, au niveau de la régionalisation de l'immigration. Ce que je veux dire, c'est que comment est-ce que maintenant qu'on a mis tous ces outils-là en place, puis que là, on a de plus en plus d'intervenants, hein, des municipalités, on parlait des cégeps, hein, les institutions évidemment gouvernementales qui amènent de plus en plus d'intérêt par rapport à ça, les entreprises non plus. Comment est-ce qu'on amène finalement notre clientèle immigrante récente à intégrer pas uniquement les réseaux de support des immigrants, mais le réseau et de la culture qui fait vivre la région? C'est là qu'on va réussir à interpeller l'ensemble des intervenants, à les outiller, tous ces intervenants-là aux particularités de cette clientèle-là, mais ultimement qu'on va s'assurer qu'ils vont entrer dans notre écosystème de vie, de culture, de vitalité régionale. Donc, c'est en les intégrant puis en leur offrant des services d'organismes spécialisés, évidemment, on ne s'en sortira pas, mais comment est-ce qu'on va finalement intégrer, pas dans le réseau d'immigration uniquement, mais dans le réseau de vie de la région? C'est là qu'on va avoir un succès, puis on va s'assurer que tout le monde trouve sa place, trouve ses façons de faire, puis se voit contribuer à cet effort-là. Mais il nous faut des passeurs, hein, des accompagnateurs, des personnes qui connaissent bien l'écosystème de l'ensemble de la région, qui vont pouvoir mener ces personnes-là à travers les dédales de toute l'offre de services qui est disponible déjà par l'ensemble de l'écosystème local. Oui, puis il n'y a pas de modèle unique, il n'y a pas de recette. Je veux dire, il y a des diversités quand vous parlez de leadership ou de personnes qui peuvent porter. Donc, ça peut parfois venir du communautaire, mais ça peut être aussi
du milieu économique, du milieu politique. Il y a comme on dirait l'important, si je comprends bien, c'est quand même qu'il y ait après un travail de mise en commun, quand même, des défis à faire. Puis ça m'amène à la deuxième question, c'est le deuxième bloc qui est pas simple à répondre. Je veux dire, la question me semble très large, mais je vais la poser quand même. Là. Quel changement devrait être apporté afin d'accroître la régionalisation de l'immigration? Je pense qu'il n'y a rien de simple là. Puis ce matin, on parlait si on parle en termes tout simplement de est-ce qu'il faut foncer puis continuer, est-ce qu'il faut temporiser quand on entend les enjeux quand même, les défis en termes de capacité, même si la capacité d'accueil, ça reste quelque chose nébuleux à définir. Mais est-ce qu'il faut, dans quelle direction faudrait aller un peu puisqu'on se projette un peu dans l'avenir là? Mais je pense que le terrain est déchiffré depuis longtemps. On a des actions, des histoires à succès un peu partout. Mais je pense qu'il faut renforcer l'engagement parce qu'on peut innover, continuer à innover et innover à nouveau. Mais si on ne s'engage pas avec des actions qui ont été développées, qui ont été porteuses, c'est comment recommencer à chaque fois. Donc je pense que ça prend ça. Si on arrive à faire une mobilisation des forces locales, il faut vraiment s'engager en tant qu'acteur de changement pour que ça fonctionne finalement. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens? C'est une grande question. Accroître la régionalisation, tu sais. On était, je me souviens, je ne sais pas exactement c'est quoi les chiffres présentement, peut-être c'est du 78-22, 78% peut-être à Montréal, concentré, 22% en région. On était longtemps à 87-13, 87%, 13 pendant 20 ans. Ça n'a pas bougé. On a travaillé d'arrache-pied dans la régionalisation, puis ça stagnait. Aujourd'hui, ça bouge beaucoup, notamment aussi beaucoup à cause des travailleurs temporaires, il faut l'admettre. Mais tu sais, il faut vraiment qu'on pense la régionalisation comme un processus qui est graduel puis qui est continu. La régionalisation, ça se réfléchit sur le temps long. Hein? C'est long. Puis il faut persévérer, puis il ne faut pas arrêter, puis il faut continuer. On a commencé à réfléchir à ça fin des années 80. On a développé des politiques au début des années 90. Bon, ça fait 30 ans. C'est pas énorme. Là, on parle de changement sociétal qui se font sur des générations. Donc, je pense qu'il faut toujours continuer les efforts perpétuels en continu, mettre toujours une brique pour pouvoir avancer vers la régionalisation. Où ça peut saturer, l'avenir nous le dira, on ne le sait pas. Les métropoles vont toujours continuer à être attractives pour l'immigration. C'est assez naturel, mais je pense vraiment qu'il y a encore de la place pour occuper le territoire. Tu sais, quel changement? Moi, honnêtement, des incitatifs fiscaux, pour moi, c'est peut-être quelque chose qui manque. Il n'y a pas assez d'incitatifs fiscaux pour partir en région. Okay. Achat d'une première maison, crédit d'impôt, hein? Essayer d'innover en termes de mobilité. On a beaucoup parlé de la mobilité. Comment qu'on fait si je n'ai pas accès à un véhicule? Hein? Comment penser des idées d'autopartage? Revoir nos systèmes d'autobus qui ne sont souvent pas adaptés. C'est souvent des modèles montréalais. On voit des grands autobus comme à Montréal vides, au lieu d'avoir des systèmes de taxibus comme qu'on voit dans certaines régions, ou des autobus qui sont plus petits, ou comme à Cowansville, ils ont un nouveau projet pilote, tous les automobiles non utilisés, la municipalité, sont maintenant mis en autopartage, étant donné qu'ils sont dans les stationnements à rien faire. Donc, il y a toutes ces idées, en fait, je pense qu'on peut innover en fonction de chaque localité. Hein? Comme tu dis, il n'y a pas de recette, mais chaque localité détient sa recette. Et moi, je pense que c'est vraiment vers là qu'il faut aller en termes de changement. Et je rajouterais peut-être une dernière chose. Ensuite, je laisse la parole. Mais on n'en parle pas, mais demandeurs d'asile, c'est pas juste à Montréal. Hein? On en voit mais présentement partout. Hein? Trois-Rivières, Granby, Sherbrooke, puis pas seulement dans les métropoles régionales. De plus en plus, on en voit aussi en régions éloignées. Ils vont par eux-mêmes. Les demandeurs d'asile n'ont plus accès depuis 2019 aux services, à l'accompagnement de la régionalisation. Donc oui, présentement, il y a un projet pilote, quelques projets pilotes comme ça. Mais pour moi, on est là peut-être un peu captif avec nos systèmes de quotas, permis de travail fermé, travailleurs temporaires. On a 160 000 personnes sur le territoire avec des compétences multiples, variées, souvent techniques, professionnelles, parfois universitaires. Il faut pouvoir les capter, ces compétences-là, les valoriser, puis arriver à être capable de bien les cibler, puis à les jumeler, en fait, aux besoins réels
ils sont là, ils sont sur le territoire pour un certain nombre d'années, ils sont au minimum 2 ans, 3 ans pour leur processus de toute façon de reconnaissance. C'est le 2 tiers qui se font reconnaître finalement ensuite, qui deviennent personnes protégées, réfugiés acceptés, résidents permanents, éventuellement citoyens. Si on est capable de les accueillir dignement, qu'on est capable, on parle présentement de pouvoir regarder à l'échelle nationale canadienne comment on peut se partager la responsabilité, mais on ne se parle pas de comment, à l'échelle provinciale, on peut partager cette responsabilité-là entre Montréal et les différentes régions aussi. Et ça, je pense aussi qu'il y a peut-être quelque chose là à aller voir pour accroître la régionalisation, parce qu'il y a aujourd'hui des régionalisations. Ce n'est plus une régionalisation. Avant, on le pensait avec les résidents temporaires, processus d'enracinement permanent. Aujourd'hui, oui, il y en a qui s'installent, qui s'enracinent de manière permanente, mais il y en a qui sont encore mobiles. Mobiles entre les régions, mobiles entre Montréal et les régions. Il y a de plus en plus de temporaires. Donc, il faut voir comment on peut penser ces régionalisations-là. Cette idée de la mobilité, c'est intéressant, là, tu sais, de la mobilité dans le territoire, entre régions, mobilité au Québec, mais mobilité aussi entre provinces, mais on change de région. En Abitibi, je connais des cas, Val-d'Or, on change, on peut aller en Ontario à un moment donné, mais après on peut... C'est-à-dire, il y a l'enracinement, mais il y a la mobilité, si je comprends. Puis un n'exclut pas l'autre. Il faut travailler avec. Un n'exclut pas l'autre. On peut poser la question à quelqu'un, ouais, mais pourquoi tu as quitté la Gaspésie? Oui, mais pour elle, elle est rendue sur la Côte-Nord, elle est encore en région. Pour elle, la rétention, pour elle, ce n'est pas un négatif -1. Elle est toujours là, elle est toujours en région. C'est juste qu'elle a amélioré son sort en partant pour aller trouver un meilleur emploi ailleurs, mais elle est toujours en région quand même. Puis cette mobilité-là, elle est dure à percevoir, elle est dure à capter, mais elle est réelle. Alexandre? J'aime ça, on va avoir un débat. On a vécu plusieurs stades de la régionalisation. La première, c'était, bon, on va essayer de les amener par, justement, les programmes temporaires. Ça, on l'a vécu, on va les amener direct. Non, c'est pas vrai. La première étape, c'est qu'on a essayé de les prendre de Montréal, on a essayé de les amener en région. Ensuite, on s'est dit, à seconde qu'il y avait leur résidence permanente, ils quittaient les régions pour revenir à Montréal. Ensuite, on a dit, OK, avec les emplois, on va les amener en région en priorité. On va commencer par la région. Et encore une fois qu'ils ont leur résidence permanente, ils reviennent à Montréal avec les communautés. Tout le monde l'a vécu. Hein. On a un gros pourcentage qui expérimente les régions, puis qui finalement, ils refont le choix de revenir dans les grands centres, malheureusement. Puis, je pense que ça... Encore aujourd'hui, on vend l'immigration, puis on a changé nos programmes, hein, nos grilles de sélection, tout ce qui va avec ça. On va donner des points de plus si la personne veut aller en région en premier lieu. On va essayer de favoriser ça. C'est là que le débat, c'est les crédits d'impôt. Exemple, je vais avoir un crédit d'impôt, je vais aller le chercher parce que je vais pouvoir aller en région. C'est toujours temporaire dans ce cas-là. Il y a toujours un attractif qui est pour obtenir le premier emploi qui va me permettre d'avoir mon permis de travail, qui va me permettre d'arriver au Québec ou qui va me permettre d'avoir une résidence, une première maison. Il y a toujours un objectif, mais un objectif qui est toujours à court terme. Donc, je pense que si on veut vraiment avoir une régionalisation permanente, il faut le plan de départ initial soit toujours de venir m'implanter en région. C'est là qu'il faut commencer cette vente de la région, cette vente de l'écosystème bien avant son arrivée, bien avant le modèle, et lui promettre le plus rapidement possible qu'il va pouvoir y faire sa vie, qu'il va pouvoir s'intégrer, qu'il va pouvoir amener sa famille, qu'il va pouvoir amener se faire un écosystème social puis communautaire. Puis ça va nécessiter de modifier certains de nos programmes, certaines de nos façons de faire pour que dès le jour 1, qu'ils pensent à l'immigration en région, que ce soit un projet à long terme qu'ils voient pour sa vie au complet. Donc, c'est là qu'il faut qu'on leur vende bien davantage nos attraits de nos régions, qu'on leur dise la qualité de vie, mais qu'ils le ressentent dans leur trip, jusqu'à la limite que c'est ça le modèle de vie qu'ils choisissent et qu'ils vont adopter à long terme pour l'ensemble de leur carrière, puis même de leur retraite éventuellement. Donc, il y a un paradigme qu'il faut changer dans la façon qu'on leur vend les régions. On n'a pas encore, on a encore du chemin à faire par rapport à ça.
fait 2 fois que j'entends ça, on a du chemin à faire, oui. Oui, les 2 derniers commentaires, je les trouve très, très pertinents et compatibles avec ce que je pense dire également. Et encore une fois, je reviens sur l'être humain. Alors, oui, et il faut qu'on soit attractif dans nos différents milieux pour que ces gens-là restent, parce qu'il y a une qualité de vie. Ce n'est pas juste parce que je trouve un emploi que je vais rester. C'est parce qu'il y a la possibilité de fonder une famille, que mes enfants puissent grandir dans un milieu favorable. Puis on met toujours l'étiquette de la catégorie d'immigration. Mais si on oublie la catégorie d'immigration, on est tous des êtres humains. On va tous travailler, on va tous payer des taxes, on va toujours tous faire l'épicerie, payer un loyer ou une hypothèque. Alors, c'est ça le cas aussi avec les demandeurs d'asile. Combien de demandeurs d'asile ont réussi à aider des entreprises locales à continuer à fonctionner? Combien ont décédé pendant la période de la pandémie parce qu'ils ont décidé de vouloir aller travailler à tel point qu'ils ont été reconnus comme les anges gardiens aussi et on a obtenu la possibilité d'obtenir sa résidence, être reconnu comme personne protégée. Alors, c'est ce qu'il faut voir. Il ne faut pas s'arrêter à les statuts migratoires. Il faut voir que ce sont des gens qui sont déjà implantés. Beaucoup sont francisés, ont déjà un emploi, ont un logement, les enfants sont à l'école. Alors, continuons à travailler pour faire prospérer les différents milieux. Peut-être juste, si je peux me permettre d'ajouter, tu sais, moi, je crois beaucoup à la régionalisation, puis je l'ai mentionné tantôt, on a différentes histoires à succès, ça va bien. Il y a quand même des enjeux sociaux qui touchent tout le monde présentement et qui touchent également les personnes nouvellement arrivées. On a des crises de logement un peu partout au Québec, il y a un manque de place en garderie et des enjeux de transport en commun qui rend des fois difficile justement de faire venir des familles peu importe chez nous. Et je me permettrais de rajouter, on voit, tu sais, regardons où sont les trous de service. Quels sont les trous de service dans les régions qui fait que les personnes justement repartent, ne restent pas, sont peut-être mal accompagnées. Tu sais, je prends le SERI. Le SERI a un mandat qui est assez normé, qui est financé pour ça, ça et ça. Et là, il y a une nouvelle personne qui arrive, bien, elle tombe dans le trou de service, elle n'est pas... Puis c'est pas de la faute du SERI, là, parce qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas tout faire, mais ils n'ont pas de financement pour ça. Qui peut aider, comment on peut accompagner les personnes qui sont dans ce trou de service-là? Je pense que c'est ça aussi qu'on doit se poser. Quels sont nos différents trous de service dans nos régions et qu'est-ce qu'on peut mettre en place de façon supplémentaire pour s'assurer que les personnes soient intégrées. Je pense que c'est important, puis il y en a possiblement dans toutes les régions et on est chanceux avec le SERI parce que même si des fois la personne tombe dans le trou de service, ils vont l'aider quand même. Mais des fois, ils ne peuvent pas tout le temps parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de demandes. Mais je pense que c'est important de regarder, le cheminement. Puis, si les personnes arrivent pour le travail, bien, des fois, ils ne sont pas accompagnés pour la recherche de logement, ils ne sont pas accompagnés pour trouver une place en garderie, tandis que si la personne est réfugiée, bien là, il va être accompagné par le SERI. Donc, tu sais, c'est ces deux dichotomies-là qui fait que des fois, peut-être les personnes vont moins rester en région également. C'est l'accompagnement qui est offert lorsque des nouveaux arrivants arrivent sur le territoire. Merci. Il nous reste quelques minutes. Donc la dernière, ou le bloc 3, c'était une grande question sur comment on peut mesurer le progrès et le succès de la régionalisation. Comment ça peut se présenter finalement, c'est une question des fois qu'on oublie un peu de mesurer. C'est important aussi quand même de montrer qu'il y a des... Donc je ne sais pas, j'aimerais vous entendre un peu là-dessus. On peut commencer... Bien, je peux commencer. Y aller, si vous voulez. J'ai l'impression que si on veut vraiment voir le succès de la régionalisation, c'est qu'on n'aura peut-être plus besoin de faire des forums comme ça, parce que ça va bien aller. Donc, les gens, on n'aura même plus besoin de se poser la question, ça va aller de soi. Donc, ça, c'est quand on va arriver au succès. Mais j'ai l'impression, avec la francisation,
continuer à travailler au niveau de la francisation demeure important. Continuer à travailler, à maintenir des plages, les mentionner en garderie. Nous, on a des garderies qui accueillent directement lorsque des personnes immigrantes qui arrivent, qui sont formées pour travailler. Donc, s'assurer d'avoir des endroits et s'assurer de sensibiliser la population. Je l'ai mentionné tantôt. Oui. C'est un facteur de succès qui est majeur. Puis, on l'a mentionné, puis Kim Thuy l'a mentionné je ne sais pas combien de fois sur différents plateaux. Lorsqu'elle est arrivée à Granby, elle a tellement été bien accueillie, elle n'en revenait pas. Puis elle en parle encore aujourd'hui, que les gens étaient fiers d'accueillir ces réfugiés vietnamiens-là et tout ça. Donc, tu sais, je pense qu'on doit être fiers que ces gens-là aient choisi de venir chez nous, à Granby, ou chez nous aux Îles-de-la-Madeleine, ou chez nous à Gaspésie, ou peu importe. Ça doit se transformer en fierté, puis dans le fond, s'assurer qu'eux aussi se sentent chez eux et qu'on puisse partager ensemble nos différentes cultures pour arriver à une culture commune par la suite. Je pense qu'un des indicateurs de succès de la régionalisation, c'est le taux de rétention. Combien de gens qu'on a réussi à régionaliser sont encore parmi nous. Donc c'est un bon indicateur, au moins dans notre cas, c'est un succès. Et voir aussi que les dernières personnes qu'on a réussi à régionaliser sont les nouveaux propriétaires des maisons. Alors, si on décide de s'investir et de s'engager avec une hypothèque dans notre territoire, c'est parce qu'il y a un grand avenir. Alors, ce sont des histoires à succès qu'on peut nommer plusieurs à considérer. Un succès. Oui. Voilà. Longtemps, je sais que on en parlait tantôt de capacité d'intégration, puis tout ça, puis comment on le calculait, puis comment on l'identifiait. Puis c'est pas vrai qu'on va avoir une mesure qui va nous dire ça marche ou ça marche pas. Hein? On a-tu réussi, on n'a réussi pas. Puis c'est quoi la mesure de succès, là? J'aime beaucoup le fait de dire le jour qu'on en va arrêter d'en parler, ça va. Mais je pense qu'on va avoir besoin de beaucoup de. On a quand même une coupe d'étapes. Oui, on a encore du chemin à faire. Non, mais on a encore beaucoup de sommets aux 2 ans, puis régional, puis avant d'arriver là. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on partage la réalité de ce qui se passe. Oui. Et actuellement, lorsqu'on parle de régionalisation, de succès de l'immigration, tout ça, il y a beaucoup de mécompréhension. On a beaucoup de oui-dire, on a beaucoup de « ah, j'ai l'impression », on a beaucoup de bon, je ne parlerai pas de politique aujourd'hui, mais on a quand même des termes utilisés parfois qui ne se reposent pas nécessairement sur une réalité objective ou qui est quantifiable. Puis ça, on a besoin d'avoir... Le gouvernement adore les tableaux de bord. On avait l'occasion d'en faire un, ça fait quelques années qu'il y avait un travail de faire un tableau de bord gouvernemental à l'immigration. Il n'y avait pas trop de gens du MIFI, bien, tombait à l'eau complètement parce qu'il y avait des données trop sensibles, là, puis on ne voulait pas trop que ça soit... Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est encore à se demander c'est quoi le succès de l'immigration, puis c'est quoi le succès de la régionalisation. Fait que ça, on a besoin... toutes les entreprises, le succès des entreprises aujourd'hui, là, ce qu'on entend, c'est l'analyse de la donnée. Hein? Comment rentabiliser la donnée, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis, on ne le fait pas lorsqu'on a l'occasion de le faire parce que ça nous permet d'avoir une idée concise de qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui, puis comment on s'améliore dans le temps, ou au contraire, qu'est-ce qui va moins bien. Donc, il faut qu'on ait ce portrait clair, objectif, que tout le monde voit la même chose pour éviter ces non-dits-là, puis ces incompréhensions que tout le monde peuvent se faire dans leur tête, malheureusement. Yannick? Oui. Bien, évidemment, c'est vrai qu'il n'y a pas que les données quantitatives, même si les données quantitatives sont quand même importantes. Il y a toutes sortes d'indicateurs. On a parlé de taux de rétention, la représentativité des personnes immigrantes dans nos entreprises, la représentativité de nos personnes immigrantes sur les instances de gouvernance, pas seulement à Montréal, mais dans les régions. Ensuite, on a aussi, comment je dirais, on peut voir en même temps... l'immigration en région, c'est beaucoup concentré dans les villes de moyenne taille, les métropoles régionales, là, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Chicoutimi, Rimouski. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus aussi d'immigrants dans les villes de petite taille. Ça aussi, c'est intéressant à voir. C'est un indicateur pour moi. Lorsque les villages commencent à intégrer comme ça au sein de leur population, qui sont quand même très petites, des personnes immigrantes, pour moi, c'est un vecteur quand même de succès de la régionalisation. Ensuite, lorsque on n'est pas simplement, comme personne immigrante qui veut se partir d'une entreprise, obligé de prendre
le côté commerce ethnique. Puis c'est un peu la première phase. On se lance en entreprise, commerce ethnique, ça donne de la visibilité, de la diversité. Oui, c'est bon, puis c'est correct, parce que ça amène aussi des produits, toutes sortes de choses, mais au moment où on va être capable de passer cette étape-là, puis que les entrepreneurs vont aussi partir des entreprises en TI, en génie, en construction, qui ne sont pas juste cantonnés au commerce ethnique, déjà là, on va être déjà rendu ailleurs pour moi en termes de régionalisation. Puis de manière peut-être un peu plus poétique, on pourrait aussi compter les étoiles dans les yeux de chacune des personnes en région qui s'épanouissent, qui sont satisfaits, puis qui ont un sentiment d'appartenance, puis qui sont contents d'être là. On l'a vu dans les témoignages aujourd'hui, de toute façon, on en a vu plein. Et puis aussi, je finirai là-dessus, parce que je vois le temps qui file, il me reste 40 secondes. Une population qui se diversifie, c'est une population qui est confrontée à l'altérité. Donc, comment on peut aussi, à travers l'interculturalité, voir le développement de cette compétence-là dans la population. Partir au début de l'invisibilité, de la curiosité, OK, on accueille, OK, maintenant, on ne fait pas juste accueillir, on fait une place. Puis après, c'est plus juste une place, il y a une équité dans l'espace que chacun occupe. Donc, ça aussi, c'est mesurable, en fait. Oui. On est capable, c'est pour moi, la compétence du futur, l'interculturalité. C'est ce qui nous permet finalement de nous ouvrir à la différence, puis de bâtir ensemble, puis qui participe au dynamisme, en fait, des sociétés. 0 seconde. Merci beaucoup. Tout ce que vous dites rejoint aussi à ce qu'on a dit dès le début, la vitalité des milieux, des espaces de vie, que c'est pas seulement de l'intégration dans un domaine, dans un secteur. Ça me fait penser à un auteur, je termine là-dessus, un auteur allemand qui a écrit un gros livre sur un concept que j'aime bien, résonance. Comment les milieux, comment ça résonne. C'est très une image, je pense que c'est une image qui peut s'appliquer à des endroits où, que ça soit un campus universitaire, une salle de classe, une salle de spectacle, un parc, où ça résonne parce qu'il y a comme des connexions, il y a du monde, il y a des actions, il y a des règles, il y a du respect. Puis je pense que ça rejoint un peu tout ce que vous disiez aussi sur le rapport à être en connexion aussi avec la communauté qui accueille. Je pense que moi, il y a peut-être un autre mot à ajouter là, aux forces locales, citoyennes. Je me dis, quelque part, c'est faire partie d'un espace. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces idées-là. Merci pour l'invitation, les gars. Merci. Merci. Donc, quelles questions restent avec vous par rapport à la régionalisation de l'immigration? Et aussi, donc, qui a une question? Laurie est à l'arrière. On va vous passer le micro. Il y a quelqu'un ici à l'avant. Laurie? Bonjour, Karen Bandaman. Je travaille pour Saint-Hyacinthe Technopole. On a également un mandat de régionalisation. Donc, on a discuté de plusieurs choses à notre table, mais on a une dernière question puissante là, qui a surgi. Comment on s'assure de garder nos milieux ouverts et inclusifs avec tout ce qu'on vit en ce moment comme mot? On sait que l'immigration a le dos large. Les anges gardiens d'hier sont nommés autrement aujourd'hui parce qu'on a des défis, des enjeux comme société. Comment on fait malgré tout ça pour garder nos milieux inclusifs et ouverts? Merci. Oui, allez-y. Vous l'avez dit, il y a comme un vent un petit peu négatif en arrière le langage de l'immigration. Puis lorsqu'il y a un vent qui va très très fort d'un côté, la seule façon de le faire virer de base par un vent encore plus fort. Ça veut dire qu'il faut qu'on parle de nos grands succès, il faut qu'on parle de ce qui fonctionne, des belles choses qu'on vit avec l'immigration. Il y en a plein, beaucoup plus que des mauvaises, mais on n'en parle pas. Donc, le jour qu'on va vouloir que les gens le voient plus positivement, c'est le jour qu'on va être capable de refaire virer le vent de bord pour parler positivement de l'immigration, de ses succès de régionalisation, puis de comment ça peut transformer notre société de façon positive. En fait, c'est excellent. Je ne sais plus quoi dire. Non, mais en fait, c'est parce qu'il faut reprendre en main le narratif. Il ne faut pas laisser le narratif aux personnes qui en parlent négativement. Il faut reprendre en main ce narratif-là,
hein, puis vraiment de le transfigurer, puis que ça devienne vraiment positif. Donc, il faut avoir une présence média, il faut pouvoir parler positivement des histoires à succès, comme tu viens de le dire, mais il ne faut surtout pas laisser le discours dominant aujourd'hui devenir la norme. Bravo. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je crois beaucoup à la force des médias, puis de certains journalistes aussi, qui parfois... Il faut voir certaines personnes qui je pense à des articles, j'oublie son prénom, là, Bordelot, je crois, c'est quelqu'un qui écrit pour Le Devoir, mais qui s'est promené partout dans la province, puis qui fait des articles autour de la régionalisation. C'est toujours des longs textes, c'est intéressant, il y a beaucoup d'informations. Tout le monde dit pas Le Devoir, je le sais, là. Mais en même temps, je vois un journaliste qui prend le temps d'aller à l'écoute, puis qui ressort des histoires de familles immigrantes, de travailleurs, de personnes qui ont choisi les régions. Ça, je trouve que c'est important dans ce que tu parles là, de la narration. Je pense qu'il faut nommer les choses comme elles sont. Il ne faut pas nécessairement aller chercher un bel mot, simplement les nommer tels comme ils sont. Alors, il y a des succès, il faut les nommer, il faut continuer à les répéter. Je vais reprendre un exemple d'une personne que j'admire beaucoup, une dame rwandaise, Marie-Claire Rufagari, peut-être vous la connaissez. Elle dit « L'immigration rime avec solution ». Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Juste avant que vous poursuivez, j'avais oublié, Mme Boucher, la mairesse de Granby, a dû quitter, donc elle s'excuse de ne pas être présente à la période des questions. Donc, il y a une question ici, puis je pense qu'il y a une question là-bas, c'est ça? Oui, on va prendre Madame avant. Merci. Merci pour les beaux commentaires que vous avez faits. Moi, j'ai 2 points à bien souligner ou contourner, appelez ça comme vous voulez. Le premier, quand on parlait de régionalisation il y a plusieurs années, donc 15 ans, 20 ans, etc., on parlait justement de prendre des grandes villes pour les amener en région. Ce qui est arrivé, c'est que depuis 2016-2017, au moment où la pénurie de main-d'œuvre a vraiment commencé à marquer, quand les employeurs ont commencé à faire les recrutements, et puis le gouvernement participait encore avec les Journées Québec, etc., plus tout le développement des agences de recrutement international et autres, bien, comme j'expliquais hier, 90% de la clientèle était en région. Et on n'est pas allé recruter des gens qui vivaient déjà dans des grandes villes pour les amener en région. On est allé recruter des personnes qui ne savent même pas ce que c'est que la grande ville, qui ne savent même pas ce que c'est qu'une carte de crédit, etc. Et qui sont tellement heureux de pouvoir vivre où il y a 200, 300 âmes où c'est juste le village, c'est la rue, avec la station d'essence, peut-être un Tim Hortons et puis 2-3 ruelles à côté, et qui peuvent aller à l'usine. Donc, je veux dire par là que les pourcentages, quand ils augmentaient vers la régionalisation, très récemment, ce phénomène-là a joué son rôle et c'est des gens qui, pour eux, la grande ville leur fait peur. Quand on va recruter à l'île Maurice ou à Madagascar, par exemple, des terrains très francophones, l'île Maurice, là, vous mettez 2 heures pour traverser l'île en voiture parce que c'est le temps que ça prend. Et c'est excessivement difficile pour eux de concevoir de vivre à Port-Louis, qui est très loin de ressembler même à Trois-Rivières ou ailleurs. Je donne cet exemple-là parce que je voudrais qu'on parle du futur. Votre atelier parle du futur. Donc le futur, c'est quoi? C'est absolument prendre les gens qui sont dans les grandes villes, les amener là. De toute façon, le gouvernement fait le nécessaire. Là, ils sont pris dans une souricière. Donc, style, tu cherches du travail, on ne peut pas te donner le travail, donc tu sors, tu pars ailleurs ou tu rentres chez toi. Alors, qu'est-ce que ça va provoquer? On parle du futur, les illégaux, ceux qui ne voudront pas repartir. Comment on va gérer ça au niveau du gouvernement? Je ne parle pas du gouvernement du Québec, je parle du gouvernement fédéral. Donc, je lance la balle dans votre camp, question de penser avec tout ça, parce qu'on est pris. Donc, le futur... Qu'est-ce qu'on fait et comment on joue? Moi, j'ai des solutions, mais on s'en parlera plus tard. On devrait répondre avec des questions, c'était ça? Oui, est-ce que votre question, c'est pour le futur? Parce que là, il y a beaucoup de mots, donc, par rapport au futur,
prends le droit de OK. répondre. Peut-être juste reformuler rapidement votre question. Puis on va vous inviter les gens à formuler une question pour être sûr que les panélistes Alors, puissent y répondre. si je la forme comme une question, suite à la question de Madame tantôt, c'est comment vous voyez le futur avec tout ce qui s'en vient actuellement par rapport au développement de ces régions-là? Qu'on garde le monde dans nos régions, ceux qui sont là actuellement. En fait, c'est tout ça, en fait. Le futur, moi, je le vois, c'est tout ça. C'est à la fois du pré-migratoire, donc l'immigration primaire, qui part de Madagascar, des îles Maurice, qui viennent étudier dans nos cégeps ou directement travailler. Mais encore faut-il leur faciliter les voies de passage vers une résidence permanente, parce que s'ils sont là de manière temporaire et qu'ils repartent, bon, on n'est pas plus avancé. C'est aussi l'immigration secondaire, donc du monde de Montréal, qui souhaite aller s'installer en région. Il y en a de plus en plus. La pandémie a favorisé ça aussi, pas seulement chez les personnes qui sont natives, mais aussi chez les personnes immigrantes, on le voit bien. Donc, pour moi, c'est tout ça, en fait. Et puis, le futur aussi, je le vois lorsque vous parlez des illégaux, bon, pour paraphraser probablement les demandeurs d'asile qui ne sont pas illégaux parce que, en fait, ils ont tout à fait le droit de venir demander l'asile. Moi, je n'ai pas trop entendu? C'est vraiment des illégaux ou de illégaux, parce qu'avec les quotas, Un risque. Ah oui, ceux qui ont des permis de travail fermés, en fait, puis qui ne sont pas renouvelés, on fait quoi, c'est ça, avec ces personnes-là? Oui, tout à fait. Bien, ça, je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est quand même quelque chose de très complexe. Et puis là, on ne sera pas. Mais si je vois le futur, ça passe à travers tout ça, d'une certaine manière. Il n'y a pas une porte d'entrée pour la régionalisation. Les portes d'entrée sont multiples pour la régionalisation. Et les demandeurs d'asile, pour moi, en font aussi partie. Oui, vous pouvez compléter, puis on va prendre une prochaine question. J'aimerais vous donner une réponse à votre question, mais j'en aurais une question encore plus grande parce que, pas pour avoir l'air négatif, mais les défis qu'on vit aujourd'hui, là, c'est rien par rapport à ceux qu'on va connaître dans les prochaines années. Là, 5-6 ans, on a eu l'occasion, c'est une des plus grandes belles rencontres que j'ai eues dans ma vie, de rencontrer Louise Arbour, qui était de la grande responsable à l'ONU des migrations, puis elle nous disait dans les grands défis qui vont venir dans les prochaines décennies, avec les enjeux politiques, mais beaucoup et surtout climatiques, ça va nous amener des flots et des flots de migration de façon importante. Et le Québec, le Canada au grand complet, comme terre, va devenir une terre d'accueil, qu'elle le veuille ou pas. Donc, les défis qu'on vit aujourd'hui, de dire si on pense aujourd'hui avoir de la difficulté à intégrer ces flots-là, c'est juste un petit drapeau rouge qui nous dit qu'il faut qu'on adresse ces enjeux-là de capacité d'intégration, de capacité d'accueil, d'écosystème pour des bassins qui vont, d'une façon ou d'une autre, arriver au Québec et au Canada dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, et dans des chiffres et des nombres beaucoup plus grands. Donc, il faut qu'on ait une vue de ça à plus long terme que la prochaine élection ou les 4 prochaines années. Il faut regarder ça dans les 10, 20, 30 prochaines années. On ne peut pas manquer de notre coup parce qu'on va le payer, le coût de cette mauvaise préparation d'une façon ou d'une autre. Merci. On va prendre une dernière question. Donc, juste de bien formuler la question pour aider les panélistes, s'il vous plaît. Merci. À vous la parole. Bonjour. Moi, c'est Chion Ra, agent Plan-sur-Jeune de la Merci Trois-Mondes. D'abord, je suis un fruit de la régionalisation. Donc, ça fait 12-13 ans qu'on est installé à Drummondville. Au début, on est arrivé avec mon mari, mon conjoint en couple. Là, on a 2 enfants. On est bien heureuse de vivre ici à Drummondville. Donc, je vous laisse encore l'espoir. Donc, on est bien contents. Et puis, là, j'aime beaucoup M. Yannick Boucher quand vous parlez au niveau de pratique intersectoriale. Je constate dans mon travail quotidien qu'on voit les immigrants, les personnes, moi j'aimerais le thème des personnes issues d'immigration, parce que quand on parle d'immigrants, il n'y a pas seulement des nouveaux arrivants, il y a des personnes comme moi, ça fait longtemps, il y a des personnes de 2e génération, ils sont arrivés à l'âge très jeune, mais ils vivent aussi d'autres défis. Bref, et c'est large. J'aimerais porter le concept plus large que seulement des nouveaux arrivants. Donc, le travail intersectorial est super important. Donc, on parle de niveau communautaire, on parle de niveau municipal, institutionnel, privé.
on a beaucoup d'organismes communautaires qui ont des expertises depuis des années. Est-ce que, c'est une question que je lance, mais je vais venir avec ma question, vraiment une vraie question. Est-ce qu'on peut partager nos expertises pour former les intervenants de d'autres secteurs pour que ça rende les travaux beaucoup plus efficaces? Parce que les intervenants dans les autres organismes, on n'est pas vraiment équipés. On veut bien aider ces gens-là, ces gens qui arrivent dans notre bureau, mais on n'a pas vraiment des outils pratiques pour aider ces personnes issues d'immigration. Donc, dans le prochain, ce que je vais ramener le prochain point, c'est l'avenir. Je rejoins dans le sujet de panel, c'est l'avenir. On parle beaucoup de l'intégration. Moi, après 10 ans, j'aimerais parler de l'inclusion, d'une société inclusive. Personnellement, je vois vraiment la société québécoise à la meilleure société pour que ça devienne inclusive, de vivre ensemble. Un peu comme Mme la mairesse tantôt a pris des exemples, tout ça. C'est au Québec, on a une grande richesse au niveau de la diversité culturelle, tandis qu'on n'est pas conscient. On n'a jamais de promouvoir de cette richesse qu'on a aujourd'hui au Québec. La question serait pour laisser 30 secondes aux panélistes de répondre. Oui, je reviens pour la question. La question, c'est, comment vous voyez, il y a 2 façons de poser cette question. Peut-on parvenir à un équilibre entre les politiques d'immigration et le respect des valeurs humaines, surtout lorsqu'on considère que l'immigration concerne des individus en quête d'une vie meilleure? Merci. Qui veut répondre? Je peux peut-être essayer bien vite. Vas-y, merci. Tantôt, on a parlé beaucoup faut parler d'immigration différemment, c'est des humains, puis tout ça. Lorsqu'on parle aux immigrants, lorsqu'on parle aux intervenants, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, quand on parle à la population générale, malheureusement, il faut leur donner on est rendu au point où on est obligé de comprendre les craintes puis de voir comment est-ce qu'on va les rassurer dans ces craintes-là. Et c'est là qu'on est obligé d'organiser nos politiques d'immigration. Comment est-ce que les gens qui vont percevoir cette politique-là vont comprendre qu'il y a un bénéfice pour la société. Donc, la politique est autant un outil pour opérationnaliser les opérations de tout le monde qu'un outil de conscientisation et de sensibilisation de ceux qui entendent parler de cette politique-là, comment que ça va toucher leur vie, leur quotidien, puis notre communauté. Donc, un ne va pas sans l'autre, c'est juste comment on la communique selon les différents interlocuteurs auxquels elle s'adresse, cette politique-là. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait avoir un dernier mot? Merci. Oui, je pense qu'il faut penser un peu dans le même sens l'éducation populaire. Il faut que tout le monde comprenne qu'est-ce que c'est vraiment l'immigration dans notre milieu, la régionalisation, donc l'éducation populaire, et comment préparer les acteurs. Je pense que la complémentarité. On a tous des forces, on a tous des missions, on a des expertises, mais si on les met tous au profit d'un seul objectif commun, c'est là qu'on va être gagnant. Donc, merci. Le temps était un petit peu court, mais je vous remercie quand même d'avoir pris le temps de répondre à votre question.